On va toujours je débranche de la commande. Ben, et voilà. Je peux fermer ça, mais j'ai peur. Ah, OK. OK, donc, désolé pour le contretemps, pour l'installation du logiciel et de la mise en place. Donc, bienvenue ou bienvenue à la seconde session de ce deuxième cours-là. Je vais commencer par faire un très bref rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Une des choses qu'on a vues, en fait, c'est que la mécanique quantique, c'est pas quelque chose de... c'est une théorie abstraite et étrange, je l'ai dit assez souvent, mais en même temps, c'est quelque chose qui est utilisé, qui est utile, qu'on a dans la vie de tous les jours, qui a fait un changement dans la société. Donc ça, c'est un fait établi. Puis ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'aller une étape, ou enfin pas mal plusieurs étapes plus loin. Donc, comment on va faire ça? C'est qu'on va, plutôt que d'avoir des transistors qui sont basés juste sur les matériaux, dans le fond, qui vont utiliser des propriétés quantiques, on aimerait que, donc un semi-conducteur plutôt qu'un métal ou un isolant, dans le fond, on aimerait maintenant utiliser de façon active la mécanique quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des transistors qui sont décrits par ce genre d'expression-là. Qu'est-ce que ça veut dire encore, cette expression-là? Un zéro dans ce drôle de symbole-là qui s'appelle un ket. Ça représente, c'est un état logique d'un bit quantique, l'état logique 0 d'un qubit. Okay? Ça, qu'est-ce que ça représente? Ça, 1 dans ce drôle de symbole-là, c'est l'état logique 1 d'un bit quantique. Okay? C'est le 0 et le 1 classique, mais maintenant adapté au code quantique. Qu'est-ce qui est spécial? C'est que je peux écrire un plus entre les deux. Donc, le quantique, c'est une machine qui transforme des ou en et, d'une certaine façon. Donc, plutôt qu'avoir un ou l'autre, maintenant c'est un et l'autre. Okay, les deux possibilités, le 0 et le 1, sont possibles simultanément. J'avais donné l'exemple de moi je suis ici, et en même temps, je suis au département de physique en train d'avoir mon lunch. Okay? C'est les deux choses qui sont réalisées simultanément. Oui? Non. Il n'y a pas besoin de... Je veux dire, oui, ça serait une expérience intéressante. OK? Puis ça va nous amener à l'enchevêtrement plus tard. Mais je peux, par exemple, moi, passer entre deux fentes puis faire une frange d'interférence. Je ne sais pas vraiment comment je ferais ça, là, mais comme les électrons plutôt, puis une frange d'interférence, je peux imaginer faire ça avec des objets de plus en plus gros. C'est fait avec des molécules maintenant. Il y a un groupe à Vienne qui fait ça avec des virus. Donc, faire ça avec un étudiant gradué, c'est une autre étape. Mais, donc, c'est ça. Maintenant, c'est les petites particules. Pardon? Les molécules, il y a un certain succès. Oui. Si vous êtes intéressé, c'est le groupe de Anton Zallinger. C'est l'union autour qui font ça. OK. Ce qui est spécial aussi, c'est qu'il peut y avoir des amplitudes que j'appelle alpha et bêta. OK? Alpha peut valoir
1 et bêta 0, ce qui veut dire qu'avec certitude, dans le fond, le qubit est dans l'état 0. Okay? Si c'est l'inverse, alpha vaut 0, bêta vaut 1, mais là, avec certitude, maintenant, le qubit vaut 1. C'est seulement quand les deux ont les mêmes, alpha est égal à bêta, sont égaux, ben, dans ce cas-là, c'est à la fois là et ici avec la même probabilité. Okay? C'est les deux réalisés avec autant de probabilité. Toutes les possibilités entre sont possibles. Alpha et bêta, c'est des nombres complexes, on se rappelle. Donc ça en fait, ça peut être E à la I qui, qui vaut un signe moins. Donc, en fait, je pourrais avoir 0 moins 1. Ça veut dire la même chose. Ça veut aussi dire une superposition de ici et là en même temps. Okay? C'est pas parce que c'est un plus, là. Dès que les deux sont combinés, ça veut dire les deux en même temps. La phase, c'est une subtilité, c'est un ingrédient supplémentaire. On va revenir là-dessus. C'est ça qui avait fait les franges d'interférence qui prennent différentes intensités de complètement lumineux à complètement éteint. Il y a toutes les possibilités entre. C'est donné par l'information de phase qui est cachée dans ce nombre complexe-là. Mais on va revenir un peu là-dessus. Okay? Ça, c'était l'étrangeté quantique numéro 1. Si y a des questions, n'hésitez pas. C'est un gros morceau, là, ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas. La deuxième étrangeté, c'est l'effet de la mesure. On s'est dit que vous n'avez jamais observé, ça revient un peu à ta question, là, on n'avait jamais observé dans notre expérience du quotidien quelque chose comme ça. Quand j'observe, moi, ce que je vois, c'est que si j'ouvre un livre, si vous regardez la présentation, vous ne voyez pas de superposition, vous voyez un résultat. Okay? Et voici le résultat, c'est le slide que vous voyez. Donc, ce que la mécanique quantique prédit, en fait, c'est que cette intuition-là qu'on a de la vie de tous les jours est aussi incluse dans la mécanique quantique. C'est qu'au moment de faire la mesure, je ne vois pas la superposition. La mesure va perturber la superposition et va me donner soit 0, soit 1. Donc, j'avais et, puis suite à la mesure, j'ai un ou maintenant. Je vais avoir soit 0 ou 1 avec des probabilités qui sont les normes au carré de alpha et bêta. Donc, la norme au carré, c'est le nombre fois son complexe conjugué. Et le nombre fois son complexe conjugué. Et évidemment, la somme des probabilités va donner 1, donc il y a une condition de normalisation de ces probabilités-là. Alpha et bêta ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. C'est l'effet d'étrangeté numéro 2. Ça va? C'est sur ça qu'on s'était laissé. Si y a des questions, surtout n'hésitez pas. OK. Ça, est-ce que vous êtes satisfait de mon explication de la mécanique quantique? Vous avez l'impression de comprendre quelque chose de la mécanique quantique, de savoir. Non, c'est la bonne réponse en fait. Donc, je vous ai dit comment les choses fonctionnent. Okay? J'ai donné des règles. On peut avoir des superpositions. Si je fais une mesure, je brise la superposition. Mais je ne vous ai jamais dit pourquoi c'est comme ça. Ça, c'est un message que j'avais donné la dernière fois, mais je vais répéter ce message-là. C'est tout ce que la mécanique quantique nous donne. Okay? Elle nous donne le comment, elle ne nous donne pas le pourquoi. Je ne peux pas aller plus loin que ça dans le pourquoi. Je ne peux pas vous expliquer plus en détail pourquoi la mesure brise la superposition, pourquoi il y a une superposition, c'est quoi la signification profonde de ces superpositions-là. Okay? Tout ce qu'on sait, c'est que si j'applique les règles étranges que je vous ai données, je suis capable d'expliquer la nature. C'est la théorie la plus précise qu'on a en physique pour expliquer la nature. Okay? Ça prédit le boson de Higgs qui est observé après. Entre autres. Donc, d'une certaine façon, c'est toutes les choses merveilleuses que la mécanique quantique nous donne, c'est ce qui justifie notre appréciation, notre espèce de croyance dans cette théorie-là. C'est la meilleure théorie qu'on a. Il y en aura peut-être une plus tard, une meilleure. Hein? Il n'y a rien qui nous dit que la théorie quantique, c'est la théorie absolue. Il y aura peut-être quelque chose de plus loin, un peu comme après Newton, on a eu justement la théorie quantique. Il y aura, les physiciens espèrent, dans le fond, qu'il y aura quelque chose après. Il y aura quelque chose de plus à comprendre. En tout cas, pour l'instant, c'est la meilleure théorie qu'on a. Elle est pas mal bonne parce qu'elle nous permet de comprendre toutes sortes de phénomènes. Elle nous donne des nouvelles technologies. C'est une nouvelle théorie qui a encore beaucoup plus à donner. OK. Parlons maintenant de ce que la théorie a de plus à nous donner. Là, je vais vous amener vers le concept d'ordinateur quantique. On a vu les bits, maintenant faisons quelque chose avec. Donc, ce que je veux faire, c'est l'espèce de. On va faire ensemble un Hello World quantique, c'est notre premier code, notre premier programme. Puis pour ça, il faut voir les opérations de base, les books for, les do, et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire en quantique? En fait, plus avant ça, il faut voir qu'est-ce qu'on veut dire par faire un calcul, c'est quoi les opérations logiques quantiques qui sont
permissibles, qui sont permises. Premièrement, revenons sur l'opération logique non qu'on avait vue en classique. Okay? L'opération logique non, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle inverse un 0 en 1, puis elle inverse un 1 en 0. Donc, la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est à quoi est-ce que ça correspondrait dans le monde quantique, ça? Est-ce qu'on peut établir un non quantique? Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que quelqu'un qui a une suggestion? Pardon? On change alpha avec bêta, exactement. Donc, ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est la meilleure façon de dire. Ça va arriver, ça, c'est la façon plus simple. Donc, 0 va devenir 1, puis 1 va devenir 0. On a juste mis ces drôles de symboles-là. Okay? Mais la différence, c'est la réponse qui a été donnée, si c'est la bonne. Ça change alpha avec bêta. Ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que le non, n'importe quelle opération logique en quantique, en fait, n'est pas seulement habilité à travailler sur 0 ou sur 1. Elle est habilitée à travailler sur 0 et 1 en même temps. Je peux appliquer le non sur une superposition d'états logiques. Donc, si j'ai alpha 0 et bêta 1, si j'applique le non sur ça, je change 0 en 1 et je change 1 en 0. Okay? Ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai inversé alpha et bêta. OK? Donc, la façon dont si j'avais un tableau, je dessinerais ça, là, mais ce que j'aimerais vraiment vous dessiner, ça va être difficile parce que ça va être avec les mains, mais je pense que ça peut aider à comprendre. Imaginez comment on peut représenter ce alpha 0 plus bêta 1 là. On peut le représenter comme un vecteur de dimension 2. Okay? Vous connaissez l'algèbre linéaire. Donc, j'aurai le vecteur alpha-bêta. D'accord? C'est alpha et j'ai bêta. Ça, c'est un vecteur qui va représenter la superposition de 0 et de 1. Okay? Le vecteur alpha-bêta. L'opération non, ce que ça fait, ça inverse ça. Si, en étant donné ça, vous êtes capable de trouver en quelques secondes, ça va être quoi la matrice qui va représenter cette opération-là. Okay? Vous pouvez trouver c'est quoi la matrice qui va représenter l'opération logique non. On va prendre un vecteur qui va échanger ses composants. OK. Ça, c'est une opération intéressante, mais regardons une autre sorte d'opération. Donc, depuis le début, je parle de superposition d'états. Donc, clairement, c'est quelque chose que je trouve intéressant, quelque chose qui est intéressant dans la mécanique quantique. Donc, ça nous prend une façon de partir dans un état ennuyant comme 0 et 1, qui est un état, dans le fond, très... C'est beau mettre un symbole quantique autour de ces 0 et ce 1-là. Si j'ai juste 0, si j'ai juste 1, il n'y a pas une grosse différence il n'y a pas de différence, en fait, entre le classique et le quantique. Hein. C'est pas rajouter ces symboles-là qui font la différence. C'est à faire des superpositions linéaires. Ça va avoir des superpositions d'états. Donc, ça me prend, c'est un mécanisme pour partir d'un état ennuyant, juste 0, juste 1, et créer une superposition. Une façon de faire ça, c'est d'introduire une nouvelle opération logique, qui n'est pas le nom, mais que je vais appeler la porte d'Adamar, qui va prendre ce symbole-là. Okay? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette opération-là? Je la définis, c'est une définition que je vous donne. Elle va prendre 0, puis elle va créer la superposition intéressante dont je parle. Si alpha est égal à bêta est égal à 1 sur racine de 2. Okay? Pourquoi 1 sur racine de 2? On se rappelle que alpha carré plus bêta carré doit être égal à 1. C'est ça que j'ai avec 1 sur racine de 2. Donc ça, c'est la définition de ce que c'est faire une porte d'Adamar. Maintenant, la définition, si j'applique sur 1, c'est un petit peu subtil. J'ai un plus ici et j'ai un moins là. Ça fait quelque chose de différent sur 0 et sur 1. La différence, c'est cette notion de phase-là dont j'ai parlé. Ça va, ça? Maintenant, je peux me demander, qu'est-ce qui se passe si j'applique une deuxième fois Adamar sur ça? Okay? Ceux qui ont des papiers de crayon, prenez quelques secondes pour le faire. Okay? Si j'applique une deuxième fois Adamar sur 0, donc j'ai obtenu ça, et j'applique Adamar sur ça maintenant. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, si on suit cette logique-là? C'est que j'applique Adamar sur 0. Qu'est-ce que ça fait, ça? 0 plus 1. J'applique Adamar sur 1. Qu'est-ce que ça fait, ça? 0 moins 1. C'est quoi le résultat? Pardon? C'est 0. Exactement. Donc, si j'ai appliqué Adamar une deuxième fois, donc 0 est devenu 0 plus 1, j'applique Adamar sur 1, 0 moins 1, et là, on voit le phénomène d'interférence. L'interférence qui nous a donné des franges constructives et destructives dans l'expérience des formes de Young. Ce phénomène d'interférence intervient ici. Ce que ça veut dire mathématiquement, c'est que 0 et 0 s'additionnent, interfèrent constructivement pour donner 0.
Et 1 se soustrait, okay, interfère négativement pour simplement disparaître. Et ce que j'obtiens, c'est 0. OK? Donc, Hadamard 2 fois, c'est l'identité. D'accord? Hadamard suivi d'Hadamard, ça donne l'identité. Puis entre les deux, ça fait vraiment quelque chose de bizarre. Ça fait une superposition. Même chose pour 1. Okay? Dans ce cas-là, c'est le 0 qui interfère. Ça a d'allure, ça? Ça va? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que vous avez besoin que je recule un peu? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que je dois reculer. Je dois reculer. Il faut que je quelque chose puis je vais avancer. OK. Ça répond à mon... Donc, Hadamard fois Hadamard, ça donne l'identité. OK. Soyons un petit peu plus créatifs maintenant. Ah non, pas tout de suite. Bientôt, on va être un peu plus créatif. Pardon? Oui. Donc, Hadamard fois Hadamard, ça fait l'identité. Ça veut dire que Hadamard, c'est son propre inverse. Donc, la matrice qui représente ça est son propre inverse. Vraiment, la bonne façon de voir ça, c'est en termes de matrice. C'est malheureux, en général, quand je suis rendu là, dans cette présentation-là, je vais au tableau, c'est un peu l'algèbre linéaire pour supporter ce que je dis, mais là, je n'ai pas ça là-dedans. OK? C'est une bonne remarque. OK. Donc, classiquement, si on y pense un peu, qu'est-ce qu'on peut faire sur un seul bit? C'est pas grand-chose. OK? Je peux faire le nom et je peux faire l'identité. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Il n'y a rien d'autre qui existe. Il n'y a pas d'autres opérations logiques que je peux faire sur un seul bit. OK? Donc, en fait, je pourrais faire une copie, je suppose. Je pourrais rajouter la copie. Mais quelque chose qui part d'un bit, qui donne un bit, classiquement, il y a juste deux possibilités. Maintenant, la question, quantiquement, c'est combien il y a de possibilités? En fait, il y en a une infinité. Pourquoi? Parce que je n'ai pas juste prendre 0 et l'amener vers 0, ou prendre 0 et l'amener vers 1. Je peux prendre 0 et l'amener vers n'importe quelle superposition. Il y en a combien de superpositions? Il y en a un nombre infini possible. Pourquoi? Parce que alpha et bêta, ce sont des nombres réels qui sont compris en, complexes en fait, pardon, mais dont la norme est comprise entre 0 et 1. Il y a une infinité de possibilités entre 0 et 1. OK? Donc, j'ai un nombre infini d'opérations logiques en quantique. Ça, c'est une des richesses de cette approche-là. Je peux faire beaucoup plus. Oui. Oui. Tout à fait. Ben, par exemple, le nombre, c'est un exemple. Le nombre, c'est ça que ça fait. Le nombre, ça prend tout alpha et ça le met tout dans le bêta, dans le fond, d'une certaine façon. Ça échange les alpha et les bêta. Tout à fait. Mais avec l'alpha bêta de base, je n'ai pas compris cette question-là. Ouais. Ouais. OK, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, je peux faire. Regardons un exemple. OK? On va montrer un autre exemple. Il n'ira pas tout à fait là, mais ça va commencer à aller dans ce sens-là. Je dirais pas, c'est plus Michel Pioro, le prochain, qui va aller où tu veux, je pense. Mais commençons avec ça. J'aimerais introduire une autre opération logique. J'ai fait, pour montrer qu'il y en a je fais un troisième exemple. Ça ne montre pas qu'il y a une infinité, mais ça montre qu'il y en a plus, en tout cas. Donc, l'infinité, c'est loin, surtout vers la fin, fait que je ne ferai pas d'autres exemples. Je suis un prof en informatique. Donc, ce que ça va faire comme opération logique, vous allez voir, c'est vraiment étrange, c'est ça. Okay? C'est vraiment, vraiment bizarre. Mais c'est légal, tout à fait légal. Ce que ça fait, ça ressemble beaucoup à Hadamard, OK? Oubliez ces drôles de phases-là. Ce que ça a fait, ça a pris 0 et ça l'a mis dans une superposition d'états. Ça a créé une superposition où alpha et bêta ont la même norme, la même grandeur. Mais alpha et bêta, ensuite, changent selon ces nombres complexes-là. Okay? J'ai des nombres complexes, E à la I pi sur 4, E à la moins I pi sur 4. Je ne suis pas complètement familier avec les nombres complexes. Inquiétez-vous pas, c'est la dernière fois qu'on en parle. Okay? Mais ce qui est important de remarquer, c'est que les nombres complexes sont différents pour 0 et 1. Et si j'étais parti de 0, pardon, si j'étais parti de 1 plutôt que 0, j'ai plus, moins, ici j'ai moins, plus.
Okay? Les amplitudes sont les mêmes, mais les phases sont différentes maintenant d'une façon un peu subtile. Ce qui est intéressant de remarquer, en fait, c'est que si j'applique, donc ça, je ne sais pas trop comment l'appeler sincèrement, c'est un peu une drôle d'opération. On regarde ça. Mais pour se donner une intuition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'appliquer 2 fois. On va voir ce que ça donne. En fait, si j'applique 2 fois, là vous devez me croire, la gel n'est pas particulièrement compliquée, mais c'est que 0 devient ce monstre-là. Si j'applique une deuxième fois, j'obtiens 1. 1 devient ce monstre-là qui devient 0. OK? Donc, appliquer 2 fois l'opération de point d'interrogation, ça m'a fait l'opération non. Est-ce que vous avez une suggestion sur comment appeler point d'interrogation? C'est la racine carrée de non. Okay? Donc, on peut faire des opérations complètement bizarres en quantique. Okay? On peut faire ce qu'on peut appeler de façon tout à fait légitime une racine de non. Okay? Quelque chose qui n'a aucun sens, je ne sais même pas ce que ça veut dire en quantique. On va aller là, selon la vitesse de truc. Je ne sais pas plus par rapport à l'infinité de possibilités. Oui. Là, tu définis une possibilité précise, là, une phrase précise. Oui. Dans une implémentation. Oui. On est capable d'être assez précis pour avoir cette possibilité-là. Excellente question. Ça, c'est vraiment une super question. Effectivement, dans un ordinateur quantique, on n'a pas. Hein? Fait que tout ce que je peux juste extrapoler sur ce qu'on comprend maintenant, là, on va vouloir faire un petit nombre d'opérations de façon le plus précise possible. On va choisir, dans le fond, on va choisir un ensemble universel d'opérations, puis je vais dire, ces opérations-là, là, je vais super bien les faire. Plutôt que de dire, je vais aller chercher des phases minuscules, là, je vais aller chercher des opérations qui avec des. Je vais aller chercher ici des epsilon avec des 0.0000 avec des précisions incroyables. Tout ça, je vais essayer de ne pas faire ça. Okay? Donc, effectivement, je vais me limiter en pratique. Ceci dit, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette possibilité-là existe. Puis en fait, ce que je vais faire en prenant un ensemble d'opérations qui simples, ce que je vais réussir à faire, c'est m'approcher de ça. Okay. De la même façon que quand je stationne ma voiture, j'ai un nombre de mouvements limité, avancer, reculer, tourner un petit peu, puis à la fin, je suis capable de me stationner dans quelque chose qui a juste 1 centimètre avant et après ma voiture. Donc, avec du contrôle précis. Ici, avec du contrôle précis, un certain nombre d'opérations logiques précises, je suis capable de simuler n'importe quoi. C'est le concept d'universalité. Est-ce qu'il y avait une autre question? C'est juste une matrice de rotation. Exactement. Ouais. Donc, si tu aimes le groupe, si tu connais un peu ces concepts-là de matrice de rotation, tu es familier avec la théorie des groupes, c'est le groupe SI2, spécial unitaire 2, qui est isomorphe à SO3, qui est le groupe de rotation dans l'espace. Donc, si tu connais les angles de l'air, ça, la rotation d'un objet dans l'espace, si vous faites un peu d'ingénierie spatiale, par exemple, SO3 va être important, hein, comme un satellite tourne, mais c'est exactement ces mathématiques-là, c'est pareil. Pardon? Le 0 et le 1 sont non, ça c'est la même question que tu avais posée la dernière fois. Parce que à la fin, je vais faire une mesure. Puis moi, je vais définir le 0 et le 1 selon ce que je suis capable de mesurer. Ça me prend un appareil de mesure dont le résultat va être 0. Je vais l'appeler 0. Et un autre résultat possible de mon appareil de mesure, ça va être 1. Oui. Oui. Donc, pour moi, je vais toujours penser, qu'est-ce que je mesure? Ça, c'est mon 0, ça, c'est mon 1. Ouais. Donc, de cette façon-là, j'ai une base absolue pour l'expérience que je suis en train de faire. Et pour une autre expérience, il y aurait une autre base qui serait peut-être. Quelqu'un d'autre bloque un 0 ouais. Oui. Quelqu'un d'autre pourrait dire. Oui. Oui, tout à fait. C'est correct. On fait comme ça. Ouais. Ça vous va, ça? Réfléchissons un petit peu plus. Maintenant, j'ai vu des opérations logiques. On va ça complexifier un peu. Mais avant de complexifier, je vais juste prendre un step back et on va se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire. Bon, on est en train d'essayer de faire un calcul. Super. Mais c'est quoi un calcul? Ben, du point de vue du physicien, un
calcul, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est de prendre un nombre de bits string, un bit string, par exemple tout 0, puis l'amener vers un nouveau bit string qui contient la réponse. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais un système physique, mon ordinateur, mes transistors, qui ont évolué dans le temps de l'état initial à l'état final. OK? Donc, un calcul, pour le physicien, c'est quoi? C'est l'évolution d'un système physique. Dans ce cas-là, ce n'est pas n'importe quel système physique, c'est un système physique quantique. OK? Donc, une entrée, j'ai une sortie, c'est l'évolution d'un système physique, l'évolution d'un système quantique. C'est comme ça qu'on doit penser à un calcul quantique. Donc, c'est quoi qui régit l'évolution d'un système quantique? En classique, vous connaissez l'équation F égale ma. Okay? Newton nous a dit c'est comme ça que les systèmes classiques évoluent. Force est égale masse par accélération. C'est ça, je suis capable de trouver comment la position, une épulsion, la vitesse, tout ça change dans le temps. En quantique, on a un F égale ma. Ça s'appelle l'équation de Schrödinger. Okay? Elle prend une forme différente. C'est cette forme-là. Vous retrouvez le I qui est bien fatigant parce que c'est imaginaire. Vous trouvez une constante qui est la constante de Planck, okay? Qui est 10 à la moins 34 joules seconde, avec des unités en avant. 6 chose ici, moins 34. Vous retrouvez la fonction d'ordre, okay? La fonction d'ordre ici qui représente, par exemple, l'entrée, toute la position étrange des bits, tous les bits qui sont 0, par exemple. Et vous retrouvez un drôle de symbole ici, qui vient de remplacer la force dans F égale ma. Okay? La force dans F égale ma vous informer sur c'est quoi le système, okay? C'est quoi les forces qui sont en jeu. Ben, en mécanique quantique, on va plutôt se demander c'est quoi les énergies qui sont en jeu. Okay? On peut d'ailleurs faire la théorie classique en pensant seulement en termes d'énergie. Hein? La théorie d'Hamilton. Bon, ben, la théorie quantique, ceux qui connaissent la théorie d'Hamilton, c'est juste prendre ce qu'on connaît de la théorie d'Hamilton et dire maintenant c'est rendu quantique. En gros, c'est à peu près ça. Alors, avec un peu plus. Mais en gros, ce que c'est ici, ça correspond à l'énergie. C'est quoi l'énergie, les énergies qui sont en jeu dans un système? Ça, c'est le genre de choses dont Michel Pirolalrière, dans quelques semaines maintenant, quand il va parler de système particulier, il va vous commencer à pouvoir vous dire ben, c'est quoi les énergies qui sont en jeu dans ce système-là. Maintenant, ça reste un petit peu trop abstrait, là, je ne vais pas vous parler encore de réalisation possible. On va juste arriver, on va juste rester avec ça pour le moment. Donc, les énergies. Ce qui est important de réaliser, c'est que ça, c'est une équation différentielle du premier ordre. Donc, si je vous donne une condition frontière, une condition initiale, j'obtiens, je suis capable d'intégrer ça pour obtenir la condition finale, la solution finale. Mais dans une équation différentielle du premier ordre, il n'y a rien qui m'oblige à donner la condition frontière ici. Je peux bien donner la condition frontière là, puis trouver la solution initiale. D'accord? C'est juste une condition frontière dans une équation différentielle. Okay? Donc, ça me permet de prédire le futur, ou étant donné le futur, ça me permet de prédire, de dire c'était quoi le passé. Ça veut dire quoi, ça? C'est que la flèche du temps, on peut la renverser. OK? Donc, l'évolution, je devrais avoir assez d'informations pour, étant donné le passé, vous donner le futur. Étant donné le futur, je devrais avoir assez d'informations pour vous donner le passé. Ça veut dire quoi sur les opérations logiques? Elles doivent être quoi? Réversibles. Les opérations logiques doivent être réversibles parce que l'inverse d'une évolution en théorie quantique est toujours définie, est toujours bien définie. Donc, je n'ai pas le choix. Je dois absolument travailler avec des opérations logiques réversibles. Le calcul quantique, c'est quelque chose de réversible. Ces opérations-là, le nom, l'Adamar, vous vous rappelez du nom contrôlé? On va le revoir dans quelques minutes. C'est des opérations réversibles, ça va. Je suis capable de prendre ce que je sais de ça, puis de ça, et juste dire maintenant, ça s'applique sur des superpositions logiques. Pas besoin de superpositions d'états logiques. Ça s'applique dans le cas quantique de la même façon, avec les mêmes tables de vérité que dans le cas classique. Évidemment, l'Adamar n'avait pas de transposition, c'est un truc purement quantique parce que ça crée des superpositions. Ceci dit, ces opérations-là, elles sont illégales. Je ne pourrais pas écrire un et ou un ou quantique parce que, étant donné l'entrée, c'est donner la sortie, mais étant donné la sortie, je n'ai pas assez d'informations pour donner avec une confiance absolue, c'était quoi
l'entrée. Okay? Donc, il y a des opérations logiques qui sont illégales, certaines qui sont légales. C'est bon? Parfait. Donc, d'ailleurs, juste un petit rappel, qu'est-ce que c'est le non contrôlé? Ce que ça fait, c'est que si le premier bit, en fait, le premier bit est toujours trivialement copié, ou reproduit, pardon, je n'utiliserai pas le mot copier, là. A et A' sont égaux. Donc, il ne se passe rien sur le premier bit. Par contre, le second bit voit sa valeur inversée. Il y a un nom qui est appliqué sur le second bit, si et seulement si A vaut 1. Donc, si A vaut 0, OK, 0 reste 0, 0, puis 0, 1 reste 0, 1. Par contre, si A vaut 1, ben A reste 1, mais 0, 1 devient 1, 0. Oui? Oui. On a l'impression que ça suit sinon le code direct, donc à premier débit, il y a un bit qui change à la fois. Donc si je prends 3 entrées, est-ce que ça va trier? Je peux définir ce que je veux, mais une opération qui est intéressante à définir, c'est la porte de Toffoli, ça donne être universel pour le calcul classique réversible, qui est un nom contrôlé. J'aurais A, B, C, et C serait contrôlé par A et B. C'est tout à fait légal. Je pourrais, si je veux, inventer une autre opération qui va être B et C contrôlés sur A. C'est correct aussi, c'est réversible. Est-ce que ça trique les deux entrées qui font le fait qu'il y a un seul bit qui change? Ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Par exemple, sur AB, entre la deuxième et la troisième ligne, deux bits qui changent. Oui. Et après, les primes, il n'y en a aucun chose qui change à la fois. Il y a jamais une ligne à l'autre, il y a ouais. Un nouveau chose. Oui. Est-ce que c'est l'objectif de cette porte? Je ne comprends pas complètement la question, je vais donc répondre que c'est un hasard, ça me simplifie la vie. Oui, interverser les marges. Mais parce que si ça connecté en code direct, le code direct, non, c'est pas. On n'essaie pas de faire du tri là-dedans, c'est juste la table de vérité de l'opération. Il ne faut pas voir un code derrière ça. Là. Il n'y a pas de théorie de code ici. C'est vraiment juste l'application d'une opération sur un système, sur un bit string, qu'elle soit classique ou quantique. Évidemment, ce que je veux dire maintenant, c'est que ça, tu vas avoir des superpositions. Regarde une superposition de bits, je vais réagir là-dessus. Donc, maintenant que j'ai dit ça, on est prêt à faire notre programme quantique, notre Hello World quantique, le voici. Okay? Donc, en général, je demanderais aux gens qui ont papier crayon de l'essayer, je vous encourage à l'essayer. On va passer à travers, on va regarder ce que ça fait, ça. Vous allez voir que les conséquences de ça sont assez percutantes. Je pense que c'est le bon mot. Parfait. Donc, qu'est-ce que c'est ça? J'ai deux bits qui commencent à l'état 0, 0. Ça, c'est l'entrée. Et je veux une sortie au calcul. C'est ça que j'essaie d'évaluer. Je vais commencer à appliquer Hadamard sur le premier. Ensuite, je vais appliquer un non contrôlé sur le résultat de Hadamard sur 0 fois 0. OK. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait deux bits. Il va falloir trouver comment on écrit ça. Là. Donc, deux bits. Le premier, celui de gauche, okay, ça va être celui d'en haut, et le droit, ça va être celui d'en bas. Okay, il faut se trouver juste une nomenclature. Là. Entendons-nous là-dessus. Ça, c'est celui d'en haut, ça, c'est celui d'en bas. OK. Juste pour simplifier la notation, en fait, je vais enlever une partie de ces symboles-là. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a deux bits quantiques dans l'état 0, 0. Okay? Dès que je mets ce drôle de symbole-là, peu importe comment il y a de bits dans mon string, dans mon bit string, ça veut dire la même chose. C'est quantique, ça fait. C'est bon? Maintenant, j'applique Hadamard. Qu'est-ce que ça fait Hadamard sur le premier? Ça va être quoi le résultat? Est-ce que quelqu'un qui est prêt à me dire ça? Oui. Ouais, et après ça, qu'est-ce qui s'est passé au second? Ça, j'ai appliqué Hadamard sur le premier. Et il ne se passe rien avec le second. Ce que tu as dit, c'est que le premier devient ça, le second, il ne s'est rien passé. OK? Fait que j'ai rien fait. Fait que ça, c'est ici. Fait que ça, je vais avoir le goût de réécrire ça d'une autre façon. Ce que je vais faire, c'est que ça, c'est un produit que je peux venir distribuer dans la parenthèse. Okay? Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'initialement, les deux bits étaient avec certitude 0, 0.
Maintenant, ce que je sais, c'est que le premier est 0 et 1, les deux en même temps, et le second est toujours 0. Donc, ce que je sais, c'est que j'ai deux bits qui sont soit 0, 0, soit 1, 0. OK? Ça, c'est une autre façon de l'écrire. Soit 0, 0, soit 1, 0. Vous êtes d'accord avec ça? Okay. Maintenant, j'applique le non contrôlé. Qu'est-ce que ça donne? 0, 0 devient quoi? 0, 0. 1, 0 devient quoi? 1, 1. C'est quoi le résultat? Hein? 0, 0 plus 1, 1 sur racine de 2. Est-ce que vous êtes surpris par ce résultat-là? Donc, enfin, quand Einstein a vu ça, il s'est immédiatement exclamé. Il n'en revenait pas, en fait, vraiment. Donc, ça veut dire, en fait, étrange action à distance, spooky action at a distance. Cet état-là, en fait, c'est pour plusieurs, l'énoncé, si la superposition c'est étrange, ça c'est une étape en haut. Ça, c'est vraiment, vraiment bizarre. Cet énoncé-là a des implications vraiment profondes. Le fait que ça soit possible, en fait, c'était suffisant pour qu'Einstein dise la théorie quantique, ça ne vaut rien. Ça ne peut pas être une description de la nature. S'il y a une théorie qui nous arrive à prédire ce genre d'affaires-là, c'est impossible, la nature n'est pas si étrange que ça. Okay? Donc, on entend des fois des citations qui disent Einstein disait Dieu ne joue pas au dé, donc la théorie quantique n'est pas bonne. Ça, c'est le fait que quand je fais une mesure, j'obtiens 0 ou 1, hein, complètement aléatoire. Ça, il n'aimait pas trop ça. Mais il était capable de vivre avec ça. Ça, par contre, il rejetait complètement la théorie quantique à cause de ça. Donc, maintenant, il faut que je vous explique pourquoi. Oui? Ça ressemble à une porte à la main. Oui, ça ressemble à une porte à la main. Tout à fait. Ça serait une façon de le dire. Ouais. Donc, si je voudrais, je pourrais packager ça sur le porte à la main en 2 bits. Ceci dit, c'est vrai si j'appliquais sur 0, 0. Si j'applique sur 0, 1, c'est bizarre. OK. Donc, pour voir pourquoi c'est étrange, il faut se demander. Donc, c'est étrange seulement s'il y a une conséquence étrange. S'il y a une conséquence étrange quand je fais une mesure et je vois quelque chose d'étrange. Donc, pensons aux mesures. On sait que s'il y a un bit, voici les règles. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai 2 bits? C'est quoi les règles? Comment je fais une mesure sur 2 bits? Alors, allons-y. Donc, imaginons que j'ai 2 qubits, pardon, et je vais seulement mesurer le premier. Ça, c'est le jeu qu'on se donne. Je vais donner 2 qubits, je vais toujours mesurer seulement le premier. On va essayer ensemble de regarder les conséquences. J'ai 2 qubits, 0, 0. Je mesure le premier. C'est quoi le résultat après la mesure? Ce que je vois. J'ai mal compris, excuse-moi. Mais ici, est-ce que ça va vraiment donner 0 ou 1? Est-ce que quelqu'un qui est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Que j'ai une possibilité de voir 1 ici? Ici, je n'ai pas de possibilité de voir 1. Parce que j'avais pas bêta est égal à 0. Donc, la probabilité d'obtenir 1, elle est nulle. Donc, ce que je vais voir avec certitude, c'est 0. Là, ici, à faute de savoir comment l'écrire, je vais mettre un petit curly bracket, là, parce que sinon, ça ferait 0 fois 4, 0, ça ferait un drôle d'objet. Juste pour dire que ça va être le résultat de la mesure. Donc, j'obtiens avec certitude 0, et l'autre, je ne l'ai jamais touché. L'autre pourrait être à Hong Kong, pourrait être sur Mars, pourrait être n'importe où, OK? Je n'ai jamais spécifié il était où. D'accord? Je n'ai rien fait. Il pourrait être dans le même labo aussi. Maintenant, j'ai une superposition. Alpha 0 plus bêta 1. Le second est 0. Ce que je peux réécrire comme alpha 0 plus bêta 1, 0. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Je mesure le premier. Qu'est-ce que je peux voir maintenant? Je peux voir 0 ou 1 pour le premier et le second, je n'ai rien fait. OK? Donc, je peux voir soit que j'ai obtenu 0 et le second, je n'ai rien fait. Il est resté 0. Ou j'ai vu 1, le second, mais il est resté 0. Je n'ai jamais mesuré. Il était 0 de toute façon. Okay? Un petit peu ennuyant, mais c'est correct. Il faut passer par là avant de voir ce que ça devient intéressant. Maintenant, le premier est avec certitude 0 et le second est dans une superposition. Donc, alpha 0, 0 plus bêta 0, 1. Qu'est-ce que je vois? Donc, le premier, je vais voir quoi? 0. Puis le second?
j'ai rien fait. Fait que je vois le premier 0, le second, mais j'ai toujours rien fait. OK? Fait que le cours n'est pas trop compliqué. Là. On suit cette règle-là et on n'a jamais touché au second. Fait qu'il ne se passe rien. OK? Sauf que là, je n'ai pas encore parlé de cet état-là. Cet état-là est vraiment bizarre. Et cette règle-là s'applique, mais la conséquence est étrange. Juste pour montrer à quel point la conséquence est étrange, faisons le jeu suivant. Imaginons que le premier bit, le bit du haut, va être le bit bleu maintenant, il appartient à Alice. Donc, en info quantique, il faut toujours introduire Alice et Bob, les deux joueurs. Fait que j'ai Alice. Puis Alice, c'est elle qui a le bit 0. Puis Bob a le second bit du Bob, qui est aussi 0. Puis ils sont dans leur laboratoire à Sherbrooke. Puis ils sont ensemble, ils ont fait ça. Donc Alice a appliqué à la mort, puis ensuite ensemble, ils ont fait un non contrôlé. Bob a prêté son bit à Alice pour qu'elle mette ça dans son ordinateur quantique, puis ensemble, ils ont fait non contrôlé. Puis à la fin, il y a toujours deux bits. À la fin, ils vont reprendre leurs bits respectifs, puis ils vont repartir chacun chez eux avec ça. Le premier bit appartient à Alice, le second, le bit jaune, maintenant appartient à Bob. Donc le premier appartient à Alice, le second appartient à Bob. Ça reste deux bits physiques. Okay? Je peux avoir ces deux bits dont je vais vous montrer bientôt des circuits électriques ou la semaine prochaine, dans 2 semaines. Des circuits, vous savez, j'ai un qubit que vous allez pouvoir voir avec vos yeux. Là, il peut avoir le 0. Là, il va pouvoir en avoir 1. J'ai fait des choses ensemble, mais après ça, je peux les séparer physiquement, ces bits-là. Okay? C'est beau? Fait que le bit bleu, Alice, bit jaune, Bob. Alice est à Sherbrooke, quelque part ici. Et Bob va retourner chez lui sur Galaxie d'Andromède ou Uranus, peu importe. Donc, voilà. Fait que ces deux bits-là sont séparés maintenant par une grande distance. Alice mesure son qubit. C'est quoi les états possibles? C'est quoi les résultats possibles de la mesure? C'est 0 ou 1. On est d'accord avec ça? Mais réfléchissons un peu plus. Ça va être quoi l'état du bit de Bob, du qubit de Bob, après mesure par Alice? Si Alice a mesuré 0, c'est quoi les possibilités qui restent pour Bob? Pardon? C'est 0 seulement. Parce que ici, si Alice, c'est quoi les possibilités qui existent dans l'univers? C'est que les deux bits sont 0 ou que les deux bits sont 1. Si Alice a déterminé que le premier est 0, c'est pas un choix. Il n'y avait jamais la possibilité 0-1. Ça n'existe pas, cette possibilité-là. Okay? Donc, ce que j'obtiens, c'est 0-0 ou 1-1. C'est là que ça devient dérangeant. Bob n'a pas mesuré. Bob n'a rien fait. Pourtant, le bit de Bob, qui est à l'autre bout de la galaxie, je ne sais pas trop où, a été influencé instantanément par l'action d'Alice à Sherbrooke. Okay? Il y avait une superposition, la superposition a été détruite par la mesure d'Alice, et ça définit le bit de Bob. Si Bob, maintenant, faisait une mesure instantanément, immédiatement, okay, après la mesure d'Alice, puis Alice avait obtenu 0, Bob va obtenir avec certitude 0. Si Alice avait vu 1, 1. Okay? Donc, ils vont toujours voir le même résultat. Ça, si ça ne vous dérange pas, ça devrait, en fait. Donc, la mesure par Alice fixe l'état du qubit de Bob instantanément. Pour Einstein, ça voulait dire qu'avec donc de l'information qui partait de Sherbrooke, qui allait à l'autre bout de la galaxie pour informer. Mais si ça se passe instantanément, ça veut donc dire plus vite que la vitesse de la lumière. Puis Einstein avait fait une autre théorie pendant le populaire, un peu avant, qui disait que ça, c'était pas possible. Donc, ça semble violer la relativité restreinte. Donc, j'ai quasiment le goût d'arrêter le cours aussi, qu'on prenne dans 2 semaines, mais on va continuer un peu. Il nous reste encore une quinzaine de minutes. Ça va. Donc, en fait, heureusement pour la théorie quantique, malheureusement pour Einstein, c'est une violation apparente. Il n'y a pas de violation de la relativité. Il n'y en a pas de problème. Ces états-là sont maintenant créés de façon routinière dans plein de laboratoires, sont testés. C'est des états qui existent bien. Donc, c'est pas quelque chose de farfelu, ça, c'est quelque chose qui est bien réel. Donc, oui. Est-ce qu'on est capable de mesurer en même temps? Ben là, en fait, en même temps, c'est simultané, puis là, simultané, il faut revenir à la relativité restreinte, il faut faire attention, mais
On est capable d'avoir des horloges atomiques, on a le même référentiel, faire des mesures. Je veux dire, il n'y a pas de précision infinie, il y a toujours quelque chose qui va être. Donc, là, on rentre dans des détails techniques rapidement. Mais c'est une question que tout le monde veut poser. C'est une bonne question. On pourrait synchroniser des horloges, mais il va y avoir une précision instantanée. On ne peut pas être aussi précis. Ouais. Donc, pour revenir là-dessus un peu, expliquer tout ça. Donc, premièrement, quand Einstein a vu ça, il a écrit ce papier-là quand il a réalisé que la mécanique quantique prédisait des états, que je vais appliquer des états, que je vais appeler des états enchevêtrés ou intriqués. C'est deux mots qui sont utilisés en français, entangled en anglais. Évidemment, il ne parlait pas en termes de qubits, lui, ce n'est pas le langage qu'il utilisait, mais l'équivalent. Il est arrivé à dire qu'avec ces postdocs, en fait, Rosen et Podolsky, la théorie quantique, il posait la question, en fait. La meilleure phrase, c'est intéressante ici, c'est "One is thus led to conclude that the description of reality as given by the wave function is not complete." Si la théorie quantique prédit ce genre d'état-là, c'est donc pas une théorie complète. Parce que, évidemment, une théorie complète ne ferait aucune prédiction parfaite. Donc, depuis, par contre, depuis les années 70, en fait, c'est bien connu que ces états-là existent, vérifiés au laboratoire. Par exemple, ici, il y a une expérience 2004 où des photons qui ont été préparés dans ces états étranges-là, 0 et 1. Dans ce cas-là, c'est pas la polarisation. On aurait pu encoder ça dans la polarisation verticale ou horizontale des photons. Ça a été bon. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est quoi time bid, entanglement, je pourrais en parler, mais en tout cas, on a réussi à créer avec des photons ces états enchevêtrés-là et les séparer par 50 km et vérifier ces drôles de corrélations-là. Okay? On peut maintenant aussi faire ça dans la fibre optique, beaucoup plus pour des centaines de kilomètres maintenant. Puis même, il y a des gens qui ont réussi à faire 2005, maintenant c'est meilleur encore, là, mais même sans fibre optique, c'est la communication RR. Donc, sur une distance qui est de 13 km, qui serait suffisante pour aller de la Terre à un satellite, par exemple. Okay? Puis pouvoir faire des drôles de corrélations entre la Terre et un satellite. Le satellite se promène, va à l'autre bout de la Terre, puis est capable de transférer l'information à une autre base terrestre. Là, j'ai des drôles de corrélations entre deux points de la Terre. C'est quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a une transmission d'information? Non, c'est ça qu'il faut que je revienne. On va revenons là-dessus. Là, je vais juste dire, on va revenir là-dessus. Je peux dire que dans le système qui, moi, m'intéresse, le qubit supraconducteur, c'est aussi quelque chose qui est vérifié. Dans ce cas-là, par contre, je vais vous montrer ça, Michel va vous montrer. Les qubits, ces drôles de régions-là, c'est un échantillon, il y avait 1, 2, 3, 4 qubits, qui sont séparés par environ 1 cm. C'est moins impressionnant qu'il y a des kilomètres, mais quand même, sur un circuit électrique micro-fabriqué avec les mêmes capacités qu'il y a juste ici à côté. On réussit, on met ça dans un frigo à ébullition. On est capable de venir enchevêtrer des qubits sur de taille macroscopique. On peut voir à l'œil sur des distances macroscopiques, sur des distances de l'ordre du centimètre. Ça c'est suffisamment pour m'impressionner. Mais donc ça veut juste dire que ça existe, ces choses-là. Maintenant, il faut comprendre un peu plus. Je vais répondre à ta question. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Einstein, dans le fond, n'aurait pas dû être choqué par ça? Premièrement, qu'est-ce qui est spécial? Ce que je vous dis, c'est que Alice et Bob vont toujours mesurer la même chose. Si Alice a vu 0, Bob va voir 0. Si Alice a vu 1, Bob va voir 1. Donc, il y a des corrélations. Est-ce que vous connaissez des choses qui sont corrélées fortement dans votre monde ici? Il y a plein de choses. Par exemple, je vous annonce que c'est la couleur de un de mes bas aujourd'hui. OK? Bien, vous supposez probablement que mon deuxième bas est de la même couleur. OK? Mes bas sont toujours, chez moi, en tout cas, les bas sont toujours très corrélés. Rarement qu'ils ne sont pas corrélés. Puis ça ne change pas avec la distance, d'ailleurs. Okay? La corrélation, si je change la distance entre mes bas, puis ça reste toujours la même couleur. Autre chose, si vous regardez vos téléphones, je vous prédis que ça va être très corrélé. L'heure qui va être marquée, là, ça va changer pas mal la même chose tout le monde. C'est la même chose à un décalage horaire près, là, si on est au Japon puis ici. Donc, des corrélations fortes sur des longues distances,
pas ça qui est surprenant. Ça existe tout le temps. Il y a quelque chose d'autre qui doit être surprenant. La corrélation ne diminue pas avec la distance. Pas particulièrement étrange. Ce qui est vraiment étrange, en fait, c'est le fait qu'avant la mesure, les qubits n'étaient pas dans un état bien défini. Il faut que je revienne là-dessus. Imaginons qu'on fait un jeu. Donc, je vais jouer avec vous deux, pardon. Donc, je vais chacun vous donner, vraiment, j'aurais dû le faire, là. Je vais avoir un papier rouge et un papier vert. OK? Que je vais mettre dans 2 enveloppes opaques. Je vais faire ça devant tout le monde. Je vais fermer les enveloppes opaques, je les mélange, et je vous donne ça. Je vous dis, dans quel âge vous avez? OK, dans 50 ans environ, ouvrez l'enveloppe. OK? Et vous allez, au moment où vous allez ouvrir, toi, tu vas voir rouge, par exemple, et tu vas savoir instantanément que lui, au même moment, son iPhone est aussi synchronisé avec le tien, iPhone, quelle version rendu là, mais que tu vas apprendre que lui, dans le fond, c'était vert. Et pendant toutes ces années-là, il a traîné un papier vert. Okay? Donc, l'information que tu auras appris. Tu auras appris le tien et le sien. Cette situation-là, comme est bas, ce n'est pas particulièrement surprenant. Pourquoi? Parce que avant qu'ils ouvrent l'enveloppe, le papier était rouge et le papier était vert. Okay? Cette information-là préexistait avant la mesure. Okay? Il n'y a pas eu besoin d'une mesure pour révéler, pour définir que c'est rouge et c'est vert. Ça a été défini au moment où j'ai mis les enveloppes et je les ai données. Okay? Tout ce qu'on a fait, c'est faire un délai dans le temps pour apprendre ça plus tard. C'est différent dans les états quantiques. C'est différent parce que avant la mesure, c'est quoi l'état du qubit d'Alice? On ne sait pas c'est quoi. Okay? On n'a aucune idée. C'est cette drôle de superposition-là que je ne suis même pas capable de donner une interprétation physique à ça. C'est quoi l'état du qubit de Bob? Donc, la différence majeure, c'est qu'avant la mesure, on ne joue pas avec des quantités qui sont bien déterminées. Okay? C'est la mesure même qui révèle c'est quoi la couleur du bas, c'est quoi la couleur du bout de papier. Okay? C'est complètement différent que dans le cas classique. Donc, c'est une différence qui est peut-être un peu subtile, mais c'est une différence qui est cruciale. Dans un état comme ça, les choses sont bien déterminées. Il y a une certitude, c'est quoi les états? 0 et 0. Une surprise dans la mesure. Si la surprise est totale. C'est là aussi pourquoi il n'y a pas d'information qui est partagée. Pourquoi? Parce que, imaginons que ces deux-là qui se sont perdus de vue essaient de s'envoyer un message. Vous êtes rendu à laisser Bob. Désolé. Il a décidé comme vous voulez. Donc, il y en a d'autres qui veulent s'envoyer un message. OK? Est-ce qu'ils peuvent choisir le message? Oui, ils se donnent, selon 0, ça veut dire que ça va super bien, j'ai une belle carrière, j'ai fait mon rêve de devenir astronaute. Puis 1, ça veut dire non, finalement, je travaille chez McDonald's. Okay? C'est le message 50 ans auparavant, ils voulaient s'envoyer. Bien, quand ils font la mesure, est-ce qu'ils choisissent le message? Non. Okay? Donc, ce que lui va envoyer à lui, c'est un bit complètement aléatoire. Un bit aléatoire, ce n'est pas de l'information, c'est un bit aléatoire. Vous pourrez prendre un sou, faire un flip et dire ah, il travaille chez McDo. C'est la probabilité que ça soit vrai. Désolé, je ne veux pas prédire ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'information qui a été partagée entre Alice. Qui peut être envoyée de Alice vers Bob. Donc, il n'y a pas de violation dans la relativité F1. C'est une subtilité. Ceci dit, vous allez voir des articles à chaque année qui suggèrent une façon d'envoyer de l'information en utilisant ça, ces états enchevêtrés-là. Puis des fois, c'est faux pour des raisons subtiles, des fois, c'est faux pour des raisons pas très subtiles, c'est toujours faux. Si on veut être capable de le faire autrement, ben, on viendrait de montrer qu'il y a quelque chose au-delà de la théorie quantique. C'est intéressant. OK. Donc, enchevêtrement, travail d'application, c'est la même chose pour vous. OK. Oui. Donc, je pourrais finir la présentation d'aujourd'hui en disant que l'enchevêtrement, ce n'est pas juste une étrangeté, c'est aussi une ressource qui permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Des choses qu'on ne pourrait pas faire
de façon purement classique. En voici quelques exemples. On peut faire de la téléportation quantique. Quand on parle de téléportation quantique, c'est un petit peu décevant. C'est pas beam me up Scotty, c'est un peu plus simple que ça. C'est de transférer instantanément. Vous allez penser que je suis en train de dire la relativité à 5, mais non. Je vais transférer instantanément l'information qui est contenue dans un qubit, je vais l'amener instantanément à un autre point. Mais pour ça, il a fallu que je passe un coup de fil